Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition virtuelle, la 9e édition de la conférence des utilisateurs Caddo Géospatial de leur produit bien connu JMAP. Donc merci de vous être inscrits et connectés pour passer cette journée avec nous. Je m'appelle Luc Vaillancourt de la firme Balise, basée à Québec, et Jacques m'a invité pour animer cette journée. J'en suis très honoré et je le fais avec plaisir. Ça va me permettre justement de vous présenter et passer la parole à Jacques. Et quelques mots sur Jacques. J'aime beaucoup Jacques parce que c'est un pionnier de la géomatique. On s'est lancé en affaires à peu près en même temps dans les années 93, 14, 15. Et puis, travaillé très fort pour la cartographie Internet, le web mapping. Donc, j'ai toujours apprécié Jacques au Québec, mais aussi à chaque fois qu'on se croisait dans des shows ailleurs à l'extérieur. Donc, Jacques, merci pour l'invitation. Bien, merci à toi, Luc. Luc, tu me vois très honoré d'avoir accepté de participer à cet événement puis de l'animer, du moins pour la portion technique de la conférence. Puis oui, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas souligné, on ne l'a pas souligné chez K2 cette année, mais ça a fait 25 ans que l'entreprise existe, le 2 juin dernier. Puis tu sais à quel point j'ai toujours été ouvert aux partenariats puis aux alliances stratégiques et d'affaires. J'étais allé te rencontrer il y a 25 ans. Tu étais un des premiers gars que j'ai rencontrés pour faire une alliance avec toi. Finalement, on a été des compétiteurs. On n'a jamais fait de business. C'était de la compétition. C'était de la compétition, de la bonne compétition. Alors, merci, Luc. Tu es très gentil d'avoir accepté. Donc, alors, bonjour tout le monde. Je suis Jacques Charon. Et je vous souhaite, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de Caddo Géospatial, une chaleureuse bienvenue à cette 9e édition de la conférence des utilisateurs. Évidemment, c'est la 9e, mais on peut dire que c'est la première en son genre. C'est la première conférence virtuelle que l'on fait et c'est assez intimidant. Habituellement, il y a 150-200 personnes dans une salle qui réagissent. Là, directement à la caméra, puis c'est autre chose. Alors, lorsqu'il est venu le temps de prendre la décision, est-ce qu'on le fait le show ou on ne le fait pas, on a dit on y va. On est allé probablement propulsé par l'audace et par le goût de relever ce défi-là. De le faire virtuel, avec tous les risques que ça suppose, évidemment, parce qu'il y a toujours des risques technologiques. On est bien entouré ici dans le studio. Il y a une régie technique. Oui, je peux t'interrompre là-dessus juste pour dire que la régie, la technique, c'est très impressionnant. Ça semble plus complexe à organiser qu'un présentiel. Donc, bravo de l'avoir fait. Ça brise la monotonie du géospatial au Québec. Bien, merci, Luc. Bien, c'est ça. C'était un peu risqué, mais on a pris le risque. Puis on s'est dit on est capable de relever le défi. Et il y a tout ce risque de contenant, mais de contenu aussi, parce qu'une conférence des utilisateurs, c'est toujours un moment vraiment choisi pour sortir des nouveautés, présenter des nouveautés. Jean-Robert, mon collègue, va faire la présentation de nouveautés de JMAP tantôt. Et ces nouveautés, mais ça sort à peine du four. C'est très, très chaud. Toutes les équipes techniques, l'assurance qualité, les équipes de service, tout le monde chez K2 a mis la main à la roue pour la journée d'aujourd'hui qui est le gros show. Donc, ça, il y avait ce risque-là. Puis, il y avait le risque d'aller chercher un bon contenu. Donc, de convaincre des gens de venir faire des présentations. Mais ça, ce risque-là, il a été atténué tout de suite. Les gens ont répondu présent avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, on va avoir des belles présentations que tu vas animer d'ailleurs, concernant des applications verticales de JMAP. Parce que JMAP est un produit très, très générique. Exact. Tu le sais, Luc? Oui. C'est un produit qui, juste pour le rappeler, qui fait en sorte de connecter de l'information, des sources de données hétérogènes, distribuées, provenant de systèmes utilisés en silo, de connecter cette information-là pour la pomper et la propulser entre les mains de décideurs qui ont à prendre au quotidien des décisions. Oui. Donc, de permettre à des gens d'avoir une vision holistique de leur organisation et de décider en ayant un impact positif, évidemment, c'est ce qu'on vise, nous, chez nous. On vise à faire en sorte que les décisions prises avec notre produit impactent favorablement la société, les citoyens, l'environnement, la gouvernance des organisations. Alors, c'est ce qu'a fait JMAP. Et les nouveautés qui nous seront présentées aujourd'hui par Jean-Robert sont alignées avec cette mission-là de démocratiser l'accès à l'information. Jean-Robert va démontrer des produits, entre autres un produit qui s'appelle JMAP NG, qui
qui est magnifique. Puis on verra des applications de NG aujourd'hui. Mais Jean-Robert va nous parler aussi d'ouverture de nos API pour faire en sorte d'être de plus en plus ouverts. Et ça, cette ouverture-là, on s'engage à le faire, on s'engage à rendre le produit de plus en plus ouvert et disponible. Justement, pour les partenariats, mais technologiques, tirer les ficelles technologiques de ta plateforme avec les API. Exactement, exactement. Puis on va voir quelques exemples de ça aujourd'hui, de ce que ça donne, du produit vertical, et de certains exemples de verticalisation de la solution, et tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et ce que l'on fait, c'est de développer un produit. On est très technologue, on est très orienté techno, mais au-delà de la technologie, notre raison d'être, la raison pour laquelle on vient travailler le matin, c'est parce que cette solution-là permet d'améliorer le monde. Parce que c'est notre mission, d'ailleurs. Ça te fait sourire, ça. Hein? Mais c'est vrai, la mission de K2, c'est de permettre à chacun d'améliorer le monde d'une décision à la fois. Tu les outilles, en fait. C'est eux qui changent le monde. Toi, tu les aides. Exactement. Nous, on n'a pas de recette magique. On développe des morceaux, des brides de solutions qui vont permettre aux décideurs d'avoir des impacts favorables pour la société et l'environnement. Et c'est ce qui nous drive le matin, au quotidien. Et ces valeurs-là, cette mission-là, les valeurs qui nous habitent, et l'intérêt pour le bien commun, on va le voir aujourd'hui. Après les présentations techniques, on va pouvoir participer à un panel comme auditeur, mais aussi comme pour pouvoir poser des questions. Un panel formé d'élus et de spécialistes qui vont échanger entre eux d'abord et avec vous aujourd'hui sur ce que sera la ville de demain, la ville post-pandémique. Parce qu'on le sait tous, cette crise, la COVID que l'on vit, vient impacter considérablement. Alors, ce panel va être fort enrichissant. Il ne sera pas techno pantoute. Il ne sera pas question de GMAP, mais il sera question de nos valeurs, des valeurs qui nous habitent. Et il sera animé par Pascal Beauchamp en fin de journée. Excellent. Et d'ici là, on a d'abord un keynote speaker, un conférencier principal, en la personne de Boyd Cohen. Boyd Cohen est un type que j'ai pu connaître il y a 5-6 ans, pas personnellement, mais dans le cadre de ses écrits, dans le cadre d'une formation en ville intelligente. Boyd, c'est un activiste très important en matière de développement durable, ville intelligente, lutte au changement climatique, PhD de l'Université du Colorado en entrepreneurship, doyen à la recherche dans une université de Barcelone. Un activiste qui a inventé ce qu'on connaît comme étant le Smart City Wheel. Donc, par la suite, beaucoup de réflexions au niveau des villes intelligentes, évidemment, beaucoup d'écrits, beaucoup de conférences. C'est un serial entrepreneur. Il y a une entreprise aujourd'hui. C'est un bonhomme très intéressant. Alors, je ne sais pas si Boyd est prêt, il est en ligne actuellement. Je l'introduirai en lui cédant la parole. On va avoir une petite discussion en attendant que Boyd puisse se connecter. OK. Donc, on va simplement revenir sur un petit moment historique, si tu veux, de K2. Je veux simplement mentionner qu'il est très rare d'avoir une compagnie qui a investi autant de temps à bâtir sa propre technologie. Souvent, on décide de chevaucher un grand nom. On connaît les grands noms de ce monde de géomatique-là. Mais toi, tu as choisi de développer le jour 1 ton code, puis aujourd'hui, tu as un écosystème, tu as une clientèle, tu as de la récurrence. Juste te dire que tu as une belle business, tu as une belle réputation. Félicitations. Donc, juste pour qu'on puisse ensemble parler, comment tu as fondé K2 Géospatial? Comment c'est né? Bien, écoute, premièrement, on n'avait pas le choix de développer notre code. Il n'y avait pas de solution semblable au moment où on a commencé à le faire. 95, 1900? En 1994, l'idée, c'était, Internet sortait. Il y avait ArcView 1.0, Desiree, qui était sorti. C'était un bel outil en démocratisation dans les systèmes d'information géographique. C'était complexe, aussi. C'était immensément complexe, la techno. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, garde, il faut arriver à développer des solutions web-enabled qui vont nous permettre d'accéder à des interfaces simples d'utilisation. C'était ça le principe de base. Alors, on a fait dès 1995 un financement pour faire une preuve de concept, 96 preuve de concept, 97 preuve de concept concluante. Et Jean-Robert
a pris le défi, la charge de développer. D'ailleurs, les premières lignes de code ont été écrites par lui et de développer la solution. Si tu avais un ou deux clients de la première heure, toujours avec toi, qui tu pourrais nommer juste? Bien, le premier client, la Ville de Montréal, La Ville de qui est Montréal. toujours un excellent client. On a un taux de rétention, je touche du métal, mais un taux de rétention très élevé. On en est très fiers, mais on se dévoue à offrir un bon service et une bonne qualité de produit. Puis c'est intéressant que tu parles d'écosystème, parce que l'écosystème, il est très important chez nous. On va voir dans les pauses des exemples d'entreprises avec qui on travaille puis avec qui on s'intègre. Mais sur les presque 500 organisations, 460 et quelques organisations avec lesquelles on travaille, à peine 40 sont desservies directement par K2. Donc, plus de 90 de notre clientèle est desservie par un partenaire d'affaires. OK. Ce qui est très intéressant. On va entendre de ces partenaires-là ce matin, donc Visiative en Europe et Tessina aussi. Donc, c'est très intéressant. Puis c'est très important pour nous de travailler en innovation ouverte ou en partenariat avec des gens qui prennent une solution générique et qui la verticalisent. OK. Puis si on continue un peu à jaser ensemble, si tu parles de francophonie, on a des invités là, qui vont parler d'un cas en Côte d'Ivoire et tout ça, mais si tu me parlais de ta clientèle, il y en a en France, tu as des partenaires aussi. Si tu me faisais un peu de géographie de ta clientèle? Bon, c'est la France, la Suisse, ici au Canada, bien sûr, au Québec. On a l'Amérique latine, on a Manuel que je salue, qui est probablement en ligne chez Smart Group, Pérou. On a des clients au Chili, au Brésil, et le reste, bien, en Afrique, évidemment, avec deux partenaires dans deux pays différents, la Côte d'Ivoire et aussi à Ouagadougou. OK, excellent. Mais c'est ça. Donc, une présence, un produit qui est multilingue. C'est une technologie, évidemment. La stratégie que l'on a choisie, c'est de travailler en partenariat avec des joueurs locaux, là, régionaux, qui connaissent bien leur milieu. On a le temps pour une autre question. Toi, d'un point de vue affaires, comment tu as vécu l'année 2020 là, depuis le 13 mars? Qu'est-ce que tu as fait? Puis qu'est-ce que tu fais avec tes employés? Tu me racontais des choses intéressantes avec Zoom. Oui, bien, aux premières heures, le 13 mars, comme tout le monde, c'est inquiétant. Tu ne sais pas où tu vas. Hein. La première réflexion à faire, c'est de savoir quelle sorte de runway j'ai pour jusqu'où je me rends, puis comment est-ce qu'on fait. Donc, on a éclairci cette situation-là. On a sécurisé, disons, corporativement l'organisation dans un premier temps. Puis, ce qui était très, très important pour moi, c'était de garder un lien avec tous mes employés, avec toute l'équipe, mes partenaires. Donc, on a fait en sorte on a mis en place des trucs, je te racontais, ça te fait sourire, mais on avait, par exemple, un Zoom qui partait automatiquement tous les matins, là, les premiers mois. C'était notre machine à café. C'est excellent. On n'avait pas de business à discuter là-dessus. Là, on se saluait comme on se salue habituellement autour de la machine à café. Puis on a continué à avoir des réunions hebdomadaires très intenses. On a une belle relation avec toute l'équipe. On se parle tous les jours, puis officiellement à chaque semaine, tout le monde ensemble. Est-ce que tu dirais que la productivité, peut-être tu n'oseras pas le dire, mais comment tu as senti la force de travail ou la motivation? Elle est la même? Elle est différente? Elle est excellente, vraiment. Elle est vraiment là. C'est surprenant. Au début, je pense que le moins motivé de la gang, c'était peut-être moi, là, dans le parcours. Mais non, sinon, vraiment un beau travail d'équipe. Tout le monde est très motivé. Puis c'est sûr qu'on s'ennuie. On aimerait, comme tout le monde, se voir, puis être ensemble, puis prendre une bière ensemble de temps en temps. Mais le contexte fait que c'est pas possible pour le moment. OK, excellent. On va continuer. Si tu me parlais de données, qu'est-ce que tu observes? Parce qu'on ne va pas aborder les sujets qui vont venir dans la journée, donc j'en ressors des nouveaux. Si je te dis données, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a trop? À quoi tu as le goût de te connecter? Puis est-ce que tu trouves tes clients assez ingénieux ou matures à ce sujet-là? C'est une bonne question. La donnée, bien, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Évidemment, l'Internet des objets vient impacter beaucoup la donnée massive. L'intelligence artificielle est là, et le deep learning pour exploiter ces données-là et tout. Il y en a pas mal. Il y en a de plus en plus. Puis, c'est pas éditorial, là, parfois, en tout cas personnellement, moi, je m'interroge, je veux dire, est-ce qu'on a besoin de toute cette donnée-là tout le temps? Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin de produire autant de données? Je me pose la question parfois. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, elle est disponible. Hein?
on est des vieux de la vieille, là. La donnée n'était pas là il y a 25-30 ans. Il fallait la payer très, très cher. Ouais. Aujourd'hui, le phénomène de l'open data, le crowdsourcing, Exact. c'est super intéressant, la création de données par les gens. Tu sais, des cartes comme OpenStreetMap, c'est rendu une référence super intéressante. Ce que j'observe dans la clientèle en général, c'est que oui, il y a de plus en plus de données, puis de plus en plus de technologies qui en génèrent, que ce soit les lidars avec les données 3D, les objets connectés et autres. Mais je m'interroge si on n'a pas un retard d'un point de vue analytique, usage, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, on dirait que l'industrie innove beaucoup à créer de la donnée. Ça semble la partie facile, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir des crunchers, des chefs, des cooks, pour vraiment cuisiner des réponses, des insights, de la connaissance. Oui, Je trouve qu'on traîne de la patte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, là. C'est que là, on tombe à la verticalisation, les applications, aider les métiers. Oui, bien, pour garder ton exemple avec la cuisine, effectivement, on a cuisiné avec 2-3 ingrédients de base dans le passé, beaucoup, nous, dans le monde du GIS, là, du CAD, puis du GIS, puis une base de données. Mais aujourd'hui, effectivement, on a besoin de franchir un step supplémentaire en matière de gastronomie, de la donnée géospatiale, de faire de la préparer mieux. Il y a des grands défis. Puis il y a des gens qui le font très bien. On va voir un exemple ce matin avec Anagraph, qui est un de nos partenaires. Mais de faire parler la donnée, aller chercher des insights très forts, c'est un grand défi, effectivement. Ouais, je pense que la clientèle aura toujours besoin d'exemples et de motivation et d'incitatifs. Souvent, on parle de ROI, retour sur investissement. Essayer de les inciter un peu plus à embrasser l'intelligence géospatiale de façon un petit peu plus sophistiquée vers la fin. Tous les clients que tu as dans ton programme aujourd'hui sont des pros, sont des experts. C'est plutôt ceux qui ne sont pas branchés ou ceux qui ne connaissent pas l'utilité du géospatial ça représente un potentiel intéressant. Mais chez nos clients, par contre, Luc, oui, aujourd'hui, on va avoir des experts qui vont présenter, mais dans nos installations, on a des non-experts au quotidien, là, des directions générales, des élus qui vont travailler avec nos solutions et avoir accès à cette donnée-là. Puis on s'en félicite. C'est ça. Présenter je m'en surprends d'ailleurs quand je rencontre un client à l'occasion dans des missions commerciales ou autres, puis que je dis à un élu, on est fournisseur chez vous, dans votre ville, et il me demande quel est ton produit, c'est GMAP, vous ne le connaissez peut-être pas. Bien sûr que je connais GMAP, je l'utilise à tous les jours. Donc, c'est souvent ces réponses-là qui me font vraiment plaisir à entendre. Donc, c'est une application simple, présentée au bon moment à tout type d'employé, que ce soit le maire ou quelqu'un d'autre dans l'équipe. Col bleu sur le terrain. Pas besoin d'être expert en géo, absolument. Puis il faut, justement, nos solutions permettent de dégager les experts en géo qui, traditionnellement, ont produit des cartes, ont imprimé des cartes, ont répondu à des demandes spécifiques. Alors, pourquoi faire intervenir un spécialiste alors qu'on peut nous-mêmes interroger l'information? Puis laisser le spécialiste entretenir et mettre à jour cette donnée-là, puis l'enrichir. Parfait. C'est bien. Est-ce que tu as vu dans tes derniers mois des choses qui t'ont impressionné du côté cartographie ou analyse, ou peut-être le traçage, mais en lien avec la pandémie? Qu'est-ce que tu as vu, toi, en 2020, qui était à la fois géo, puis en réponse à ou pour aider la situation Oui, je n'embarquerai pas dans le sujet délicat de la traçabilité. Exact. Ça ne m'intéresse pas de le faire, mais oui, il y a des applications fort intéressantes. Il y a des gens qui ont su, avec beaucoup d'intelligence, faire parler du data puis faire en sorte de bien analyser. Mais c'est un phénomène, oui, écoute, je suis impressionné à tous les jours par les applications que je vois. Quand tu vas dans les shows, il y a tellement de gens qui développent des interfaces et des solutions innovantes. Il y a des compagnies, il y a Google qui sort de temps en temps, je crois que c'est les médias l'utilisent, là, c'est les statistiques sur la mobilité des usagers pour montrer que, par exemple, le Québec a des citoyens, comme la vice-présidente pourrait dire, dociles, qui se déplacent peu. Donc, cette espèce de big data-là qui est ramenée de façon beaucoup plus simple pour dire on se déplace moins qu'avant, on se déplace moins vers les épiceries, plus vers les épiceries,
moins vers les centres sportifs ou autres. Donc, ça, c'est un bel exemple d'utilisation de big data, mais qui est ramené en petits canapés digestifs, là, digestes. Ouais. Effectivement. Quel marché tu dirais que tu as vu être moins géospatial que tu aurais pensé? Tu aurais pu me dire, le marché de la construction, ils sont encore très CAD. Quel marché tu trouves qu'il y aurait encore beaucoup de bien à faire avec le géospatial? Bien, l'exemple de la construction est intéressant. C'est un bon exemple. Ce marché-là est bouleversé actuellement avec l'arrivée des approches plus de type BIM, Building Information Modeling, 3D. Évidemment, pour la conception du projet de construction, mais de plus en plus, les solutions je dirais, les structures de données BIM vont être intégrées à ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Oui. Puis on va dépasser une représentation numérique d'une réalité physique. Parce qu'un véritable jumeau numérique, oui, c'est une représentation, mais ça connecte aussi, ça nous informe en temps réel de l'état de ce monde physique à partir du jumeau numérique. Ça peut nous donner des informations historiques et de la prédictibilité. Okay. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. La construction, en général, moi, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a une volonté très forte d'intégrer ce type de structure. Puis, on va le voir en exemple ce matin avec Visiative, d'ailleurs. Puis, je me permettrais de parler également de tout ce qui est réalité augmentée, oui. qui vient impacter beaucoup ce domaine-là. Donc, il se fait des travaux vraiment intéressants. L'ETS, ici à Montréal, okay. En génie de la construction, font des choses. Jean, merci pour cette discussion-là. Merci beaucoup.